Guillaume Gouix et Anthony Cordier. C'est puissant, hein? Oui, vache. Alors, le temps que les gens s'éclipsent un peu, je pose une ou deux questions, puis après, très vite, on va vous donner la parole pour que vous puissiez prendre le relais. Peut-être commencer par Anthony pour évidemment interroger cette présence du zoo. Alors, tu l'as fait en introduction en rappelant ce rapport à ta propre biographie, la découverte de ce livre, l'échec du pendant du zoo de Palmyre qui lui était un triomphe, tout ça. Mais en fait, à la fin du film, avant que le film repose assez essentiellement sur la musique et se prive un peu du dialogue, il y a ce passage où tout à coup le père verbalise l'état de son propre zoo, de son échec, puisqu'il perd un peu tout quand même dans l'histoire. Voilà. Et j'avais envie de t'interroger là-dessus, parce qu'il y a quand même l'idée de la fin d'un monde dans le film. Qu'est-ce qui t'inspirait pour le coup, là, dans le fait de mettre en scène un zoo, pour inventer un univers voilà, à la limite de l'imaginaire, on va sans doute en reparler, et pour du coup mettre en scène ce sentiment-là de perte d'un monde qui est peut-être aussi celui de l'enfance. Bah oui, c'est ça, c'était effectivement la fin de l'enfance, le fait que les personnages devaient enterrer leur enfance, enterrer le bonheur de leur enfance pour vivre autre chose, et le bonheur de la vie en famille et de sa difficulté en même temps. Et après, il y avait de nombreuses sources d'inspiration qui sont venues nourrir le scénario, et l'une de ces sources c'était La Cerisée de Tchekhov, qui est une pièce de théâtre qui sert très très souvent de référence à plein de films. Encore très récemment, le film de Vincent Macaigne qui est sorti il y a 15 jours, donc, où les films de Valérie Bruni-Tedeschi très souvent. Voilà. Et du coup, on avait ce modèle un petit peu dramatique en tête. Et La Cerisée raconte l'histoire d'une famille en ruine qui doit renoncer aussi quelque part à leur enfance, à leur bonheur ou à leur jeunesse, et qui, plutôt que de faire face à ce deuil, commence à se mettre à dépenser, à être extrêmement prodigue. Et voilà. Et on se disait que les personnages, en fait, et en particulier le personnage de Max, le directeur du zoo, sa façon de faire face à la peur qu'il peut avoir de la fin de sa vie, de la fin de son entreprise aussi, puisque c'est une entreprise, ça allait être d'être au contraire, de manière étonnante, complètement prodigue, quoi, de vouloir dépenser, de vouloir d'un seul coup se marier et faire une fête, et qu'il y ait une montgolfière, et qu'il y ait un feu d'artifice, et qu'il y ait des clowns, et que c'était sa manière, leur manière à eux de faire face à la mort, c'était ça en fait, c'était de se mettre à dépenser. Et du coup, tu peux décliner un peu sur les personnages principaux, cette idée-là de la fin de l'enfance, qui est quand même un des fils rouges du film? Oui, je pense qu'ils ont tous. Après, l'idée, on se disait qu'ils avaient tous un peu une peau en fait dont ils devaient se débarrasser. Donc évidemment, la chose la plus évidente et la plus visible, c'était la peau de Colline. Mais c'est vrai que on avait organisé un petit peu le film en chapitres comme ça, en se disant en fait, il va y avoir un jeu de relais qui va nous permettre de passer d'un personnage à l'autre. Et voilà. Et chaque personnage en fait essaye. On voit qu'il essaie de se transformer en fait. Voilà. Donc le père, c'était Max, c'était un cavaleur et il essaye d'être l'homme d'une seule femme. Colline essaye d'être un ours, mais elle n'est pas un ours. Laetitia Doche, la petite amie du début, elle essaye d'être. Elle se fait passer pour la petite amie imaginaire, mais elle n'est pas la petite amie. Mais elle va le devenir. Voilà, il y avait tout un jeu comme ça de mue en fait chez les personnages qui rappelait un peu le comportement animal. Et du coup, Guillaume, toi, l'évolution de ton personnage, tu l'aperçois comment? Parce que t'es plutôt l'enfant sage en fait dans cette famille. Pardon, il faut que je vous dise avant, il y a un vrai problème à Sarlat. C'est qu'on est arrivé à 17h, on a mangé 3 fois. On a bu à chaque apéro, à chaque repas, à chaque dessert. Donc je vais essayer d'être clair. Tu veux que je repose la question? Non, bien sûr. Non, moi ce que je pense pardon, je vais me lever quand même. Ce que je pense du personnage de Virgile, c'est que c'est celui qui renie sa poésie. Celui qui l'assume pas et qui la connaît pas en fait. Mais il l'a au fond de lui parce qu'il fait partie de cette famille. Mais j'ai l'impression que c'est un personnage qui se veut être cartésien, géré, parce qu'il se dit qu'il faut être l'aîné et assurer un peu, il faut bien qu'il y en ait un qui assure, mais qu'en fait, lui, son parcours dans le film, c'est d'apprendre à connaître sa propre poésie. Voilà.
Poésie et sans doute fantaisie, parce qu'évidemment, le choix de sa future femme dénote par rapport à ce qu'on entrevoit de son comportement au tout début du film. Oui, c'est vrai. Oui. Fantaisie, poésie, pour moi, c'est un peu proche. Mais... Ouais. Ouais, ce choix de femme, c'est presque une figure, quoi. C'est sa partie rock'n'roll. Ouais. Qui veut émettre une première réaction ou poser une première question? N'hésitez pas. Oui. C'est bien vous. Ah, pardon. Oui, merci. Je ne sais pas vraiment par où commencer. J'ai pas mal... Par rapprocher le micro. Déjà. Par rapprocher le micro, oui. J'ai pas mal de choses à dire, en fait. Oui. D'abord, par rapport à l'esthétique générale du film, c'est un film qui a une patte esthétique et une façon de mettre en scène les choses qui est très, très originale et très personnelle. Et je voulais savoir un petit peu les influences à ces niveaux-là. Je pense aux scènes, par exemple, avec le bassin de poissons ou ces scènes-là. Comment ces scènes vous étiez venus. Et après, j'ai une autre question qui n'a un peu rien à voir. Je voulais juste simplement revenir sur le personnage de Colin, qui a été pour moi l'un des personnages les plus fascinants du film et le plus ambigu, etc. Comment ce personnage vous est venu et comment vous l'avez écrit, etc. Sur les influences, c'est un peu difficile parce qu'elles sont vraiment multiples en fait. Il y a beaucoup de choses dans le film. Il y a des influences dans le scénario, mais il y en a aussi à l'image, il y en a dans le décor. Par exemple, avec ma chef décoratrice, on s'est amusé à placer des éléments de décor de Jean-Jacques Benex, qui était un réalisateur qui avait fait des films importants pour nous pour moi dans les années 80 et qu'on aimait bien. Donc vous avez le rideau de perles de 37.2 dans le décor, par exemple. Voilà, donc c'est totalement anecdotique, mais oui, mais parce que c'est vraiment le tout plus petit détail. Voilà, et pour moi, c'était aussi important que certains films de Noah Baumbach ou de Cameron Crowe qui nous ont inspirés sur la dramaturgie du scénario, par exemple. Voilà, c'était aussi important qu'il y ait ça plutôt que donc c'est vraiment voilà. Et donc la question sur la scène de l'aquarium, comment ça nous est venu? Je crois qu'on avait à un moment on a compris qu'on avait une chance qui était on est dans un zoo. Voilà, et comment on exploite cette idée et qu'est-ce qu'on peut proposer comme scène vraiment marrante, sachant qu'en même temps on va être dans un budget quand même raisonnable, c'est-à-dire qu'on peut pas dire voilà, nous on a cherché des anecdotes sur les zoos, par exemple, il y en a plein. Donc par exemple il y a une anecdote qui a vraiment existé en France, un rhinocéros qui est tombé amoureux du directeur du zoo et qui un jour a pas supporté parce qu'il l'a vu sur un véhicule qu'il a pris pour un animal et qui a foncé, qu'il l'a tué. Voilà, donc il y a des histoires incroyables comme ça, mais c'est un peu difficile et c'est un peu coûteux à mettre en scène. Donc on cherche en fait des idées qui peuvent être originales, qu'on n'a peut-être jamais vues au cinéma, marrantes, et qui en même temps sont à peu près réalisables. Donc quand on essaye de mettre les personnages au contact des animaux, à un moment, je sais plus comment, il y a eu cette idée de ces poissons, les Guararuffa, qui sont les trucs qu'on trouve en fiche spa, qui servent à nettoyer les pieds des gens en général, et on s'est dit, voilà, puisqu'on essaye toujours de monter le curseur au cinéma, on s'est dit, en fait, il va plonger complètement, quoi. Et en fait, ça va être sa première scène. Et en fait, on va découvrir et définir le personnage comme ça, par son impudeur totale, en fait. Donc voilà, quelle était l'autre question? C'était Colin, voilà ça. Et Colin, en fait, c'est vraiment, elle est au carrefour de plusieurs influences. Donc il y a Podane, évidemment, le conte et le film de Demy qui est assez important pour moi, et Catherine Deneuve dans sa Podane, qui avait vraiment la même logique que le personnage de Colin dans le film. Voilà, il y a un personnage chez John Irving, qui est un romancier américain, qui s'appelle Peggy l'ours, qui est aussi une fille qui elle a une peau d'ours. Donc voilà, il y a un personnage de manga aussi qui s'appelle Lane, qui vit dans une peau de bête. Et voilà. Donc c'était en fait l'envie de réunir tous ces personnages. Vous connaissez Lane, non, c'est ça? Oui, je connais. Ah bah voilà, vous voyez, voilà. Donc c'était l'envie de réunir en fait tous ces personnages en un seul. Alors je reviens quand même sur un truc que tu as dit, c'est la même idée que Demy, en l'occurrence, c'est quand même de repousser l'inceste et la tentation incestueuse. Et oui. Ce qui sans doute explique d'ailleurs qu'on termine sur cette très belle scène de douche, avec une espèce d'arrivée un peu magique là, de la douche du plafond, qui est évidemment un baptême et une espèce de façon de se purger de cette peau, de cette odeur antérieure. Et donc du coup, la question de l'inceste est quand même très présente dans le film. Elle passe par ce rapport au conte,
Pourquoi est-ce qu'elle t'importait à ce point pour filmer cette famille-là? En fait, ce qui m'intéressait sur les personnages, c'était pas tellement, c'était pas tellement le fait qu'ils pouvaient avoir un désir incestueux, c'était comment ils combattaient en fait, consciemment ou inconsciemment, justement leur désir. Et l'idée du personnage de Colleen, c'était de se dire, si elle se prend pour un ours, en fait, c'est pour ne plus être une jeune fille désirable. C'est pour devenir un animal. Ce qui est exactement en fait c'est la logique de Podane en fait. Podane, souvent on croit qu'elle se cache. Et c'est pour ça qu'elle est déguisée en âne. Et en fait, non, c'est pour devenir une souillon, c'est pour devenir sale et indésirable, parce que c'est son père qui veut l'épouser, en fait. Et donc, pour échapper à cet inceste, elle devient très sale. Et évidemment, comme c'est Catherine Deneuve, on a un peu du mal à imaginer qu'elle est laide, parce qu'on voit bien que c'est Catherine Deneuve et qu'elle reste belle. C'est un peu pareil avec Christa Terret, on a beau la salir, elle reste très jolie et très désirable. Mais voilà, l'idée, c'était ça. Et en face d'elle, il y avait donc le personnage de Gaspard, qui lui était un enfant génial, très inventif, très marrant, et qui se mettait à rater sa vie, ce que dit le personnage de Guillaume quand il dit en fait tu rates ta vie, tu deviens un loser. Et en fait pourquoi, c'est quoi sa logique? C'était aussi pour ne pas devenir indésirable aux yeux de sa sœur. Voilà, donc c'était intéressant, c'était la façon dont ils combattaient leur amour en fait. Autre question? Oui, là-bas. À droite là-haut. Là, c'était une question pour Monsieur Cordier. Vous avez évoqué avant la séance votre jalousie quand vous étiez enfant vis-à-vis du livre que vous aviez lu. Après le tournage, est-ce que vous avez encore cette jalousie vis-à-vis d'un personnage et vis-à-vis duquel? Là, j'ai revu la fin avec vous, la fin du film que j'aime bien, et je trouve que La Nuit de Noces de Guillaume a l'air de valoir le coup. Voilà, c'est vrai. Voilà, et alors je l'ai vécu en la filmant, mais c'était déjà bien. Le fait de la filmer, voilà, j'aime beaucoup cette scène et ce qu'elle évoque, et le jeu, et cette comédienne que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, j'envie cette Nuit de Noces en fait, je crois. Mais sinon, pas vraiment Gaspard, je crois pas. Je crois qu'il a beaucoup de problèmes à résoudre encore, et j'espère avoir résolu les miens en partie plus que lui. La Nuit de Noces, en l'occurrence, elle est quand même symbolisée par la paire de menottes, qui raconte aussi quelque chose sur la façon dont tu crées le récit, c'est-à-dire sur la circulation des objets, puisque on part avec ces menottes sur les rails et finissent dans les mains d'un autre personnage. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de l'importance dans le film de cette circulation d'objets, j'allais dire pas seulement d'objets, mais de motifs, notamment sur la question du tatouage, pour le coup? Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois c'est assez marrant quoi qu'ils offrent la paire de menottes à la fin. Je trouve ça original comme cadeau, et en même temps c'est un peu gênant parce que finalement on peut penser peut-être c'est un instrument qui a servi à Laura et Gaspard, et c'est quelque chose qui est transmis en fait aux frères. Qui va servir donc comme jeu sexuel dans La Nuit de Noces. Donc il y a finalement comme ça une forme de confusion chez tous les membres de la famille, une forme d'inceste un peu généralisé qui fait que les choses se transmettent en fait comme ça. Donc voilà. Et tu me demandais sur le tatouage, c'est ça? Oui. Alors après voilà, pour le coup, le tatouage, c'est pour ça qu'aussi on parlait de la scène de La Nuit de Noces et de ce personnage de mariée tatouée, qui était important parce que c'est aussi un motif comme ça qui parcourait un peu tout le film. C'est vrai que si vous regardez par exemple le moment où on voit Gaspard quand il a 8 ans, en fait le jeu qu'il a avec sa mère consiste à se dessiner sur le visage, sur les bras. Ce qui est un peu le début du tatouage en fait, et c'est un motif qu'on va retrouver un peu tout le temps dans le film. C'est qu'on va voir après que Gaspard dessine sur le dos de sa sœur, qu'il dessine ce quadrillage là dans l'espèce de jeu où il lui gratte le dos. Donc on peut penser que l'espèce de jeu un peu sensuel qu'il avait avec sa mère, il le reproduit avec sa sœur, que plus tard finalement Max veut se faire tatouer pour montrer son amour, et que le personnage de Guillaume finit par épouser une tatoueuse hyper tatouée de haut jusqu'en bas quoi. Donc en fait voilà, il y a ça. Ils vivent tous un peu le même érotisme. Voilà. Je me permets de vous couper. Je voulais juste vous dire que beaucoup d'élèves s'en vont, et c'est pas par irrespect pour votre travail. On a juste des contraintes horaires, et du coup c'est pas du tout pour ça. Et du coup, puisque je suis un peu pressé aussi, d'accord. Je m'impose. Encore une fois, excusez-moi. Et je voulais juste vous remercier pour votre travail, parce que c'est une sacrée prise de risque, j'ai trouvé. Enfin, même si, à mon sens, il n'est pas parfait. Enfin, aucun film n'est parfait. C'était
vraiment étonnant. Et ça fait plaisir de voir ce genre de film à nouveau à l'écran. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci pour ces mots. Bonne soirée. Bonne soirée. Mademoiselle. Tiens, t'en as un autre? Ah d'accord, ça arrive. Merci, super. Bonsoir. Je vais essayer d'être claire parce que c'est un peu fouillis ma question. Mais, Tu es au même resto que nous, du coup. oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai trouvé beaucoup de plans qui étaient... Enfin, j'ai trouvé que tout l'ensemble du film était hyper poétique et ça me rappelait aussi les contes, tout l'univers du conte avec les animaux qui sont hyper présents et il y avait énormément de couleurs, j'ai trouvé aussi. Du coup, je voulais savoir si ça avait un rapport avec le fait que justement ces enfants, ils vont devoir se détacher de cette partie très enfantine enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais le fait qu'ils aient un rapport tous les trois encore très familier et qui vont justement essayer de s'élever, de se détacher de cette famille et de ce côté enfant qu'ils ont encore. Je voulais savoir si c'était pour ça aussi que les plans étaient très colorés, que ça rappelait le conte et que c'était quelque chose de poétique qui transportait un peu à chaque fois, ou si c'était pas forcément pour ce point là que vous aviez choisi de... Vous avez moins bu que Guillaume, j'en atteste. Non, mais je trouve ça parfaitement analysé, même si tout n'est pas forcément conscient quand on fait un film, et ni même extrêmement formulé. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il renonce au conte familial. Voilà. Et voilà, donc il faut vendre la zoo, vendre de la maison, ce qui est un peu l'idée symbolique, voilà, qui est qu'il faut renoncer à l'enfance et entamer une vie de fiction ailleurs. Donc effectivement, c'est ça. Et sur le traitement des couleurs, effectivement, l'idée c'était voilà, on savait qu'on était dans un univers un peu magique avec un personnage assez improbable de fille qui se prend pour un ours, donc qui est vraiment rattachée au conte. On la voit dormir dans un arbre, on la voit manger des racines, donc on savait très bien que c'était un personnage de conte en fait, comme ça, et que c'était ça qu'il fallait enterrer. Et donc à l'image, on essayait de faire un livre, justement un livre d'images, quoi. C'est pour ça aussi qu'il y a ces plans au ralenti, voilà, qui sont comme des têtes de chapitres qu'il peut y avoir dans un livre pour enfants, voilà. Donc il y a ces choses qui font référence au conte comme livre en fait. Mais c'est pas, pardon, j'ai pas vraiment bu en fait, hein, tout va bien. Non, mais c'est juste, c'est pas que l'enfance. Moi, je trouve qu'ils quittent, c'est aussi que dans une famille, pour moi, on les quitte au seul moment où ils vont enfin pouvoir être sincères en fait, parce que on a des places prédéfinies dans les familles souvent. C'est-à-dire qu'on nous donne un rôle, le rôle du gestionnaire, là, le rôle du rigolo, le rôle du fantasque, le rôle. Et dans le film, ce qu'ils arrivent à faire, je trouve qu'il est assez fort avec, en se retrouvant et avec le retour de ce fils prodigue là, c'est de casser cette image prédéfinie qu'ont les familles de chaque personne, quoi. Et ils arrivent à la fin à retrouver une nouvelle place aux yeux des autres, et je trouve que on les quitte plus sincères qu'au début en fait. Ce qui fait que la fin est une espèce d'hymne à la liberté, y compris celle de ne pas aller au mariage de son frère, par exemple. Ce qui, là aussi, connote, pour répondre à ce que disait le jeune homme qui est parti tout à l'heure, l'idée quand même d'un film assez libertaire. C'est-à-dire que le film est quand même très très libre dans sa façon de filmer cette sensible aliénation dans les rapports un peu fusionnels au sein de la famille, mais en fait, au lieu d'aller vers la convention et le respect des normes pour remettre du cadre, il essaye d'inventer une autre voie. Tu es d'accord avec ça ? Oui, c'est ce qu'il dit dans sa lettre à la fin. Alors évidemment, il y a le petit clin d'œil qui est que le film s'appelle Gaspard va au mariage et que le truc, c'est qu'il décide finalement de ne pas y aller. Donc, comme le titre, c'est ce qui était toujours au début d'un film et que c'est toujours le programme en fait, quoi. Et justement le personnage décide de se rebeller contre le programme du film et son titre et décide de ne pas y aller, quoi. Donc c'est la pirouette qu'il fait à la fin, mais qui est en même temps une sorte de déclaration d'amour. C'est que le fait d'être libre par rapport au mariage de son frère et de ne pas respecter les conventions, c'est aussi se montrer, je sais pas, tel quel, d'être sincère en fait. C'est ce que tu dis. De pouvoir dire, faut vraiment aimer très fort quelqu'un pour pouvoir lui dire je t'aime pas, comme ça, moi je trouve. C'est-à-dire qu'il faut un amour qui est même pas mesurable pour pouvoir le dire aussi simplement. Et lui, pour ne pas venir et tout ça, je trouve que c'est plein d'amour en fait quand ils se disent qu'ils s'aiment pas dans ce film. Et aussi de dire en fait, j'ai plus important à faire que d'aller à ton mariage. Il faut que je suive une fille. Et on peut imaginer que le frère va dire bah oui, bien sûr, évidemment, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Voilà. Et donc ça, il faut être très proche et très intime et se comprendre vraiment pour accepter ça en fait. Oui. Alors attendez, le micro arrive tout juste. Regardez. Voilà. Oui, merci. Juste, on a l'impression que cette famille devait passer comme idéal par rapport aux enfants, la famille côtoyée. Et en fait,
il y a comme une espèce de d'amour, c'est certain, mais chacun s'est forcé dans... Finalement, un des fils reste au zoo, mais ça le fait suer. L'autre fiche le camp. Et la sœur, elle, finalement, se réfugie dans son rêve, dans ses fantasmes. Voilà. Donc, en fait, trop d'amour... Est-ce que c'est par rapport... On a l'impression que les enfants ne voulaient pas décevoir le père. Et que les enfants sont devenus comme protecteurs par rapport au père. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette telle aura que tout le monde est resté autant d'années ensemble dans ce zoo, à part donc le frère qui est parti. Donc il y a quand même des confusions de rôles dans cette famille. C'est quand même une famille. Oui, mais je la vois pas comme une famille idéale en fait, pour reprendre. Non, pas idéale, tout, hein. mais tout à l'heure, ce que je disais, plus coloré, plus romanesque. Voilà, il se passe plus de choses, et c'est plus exalté, c'est plus excentrique en fait. Oui, mais chacun n'a pas eu finalement la possibilité d'évoluer. Tout a été fonction les uns des autres, avec cette espèce d'aura du père. Finalement à la fois charismatique et quand même avec très écrasant. Et, bien sûr. Et voilà. Après, il y a aussi, je pense, par exemple, il se trouve que les zoos sont souvent des histoires familiales, en fait. Voilà. C'est souvent un personnage assez incroyable qui se met à créer un zoo pour telle ou telle raison, parce qu'il est passionné d'oiseaux. D'un seul coup, il crée une volière, et puis d'un seul coup, il achète le château. Puis pour payer le château, en fait, il crée un zoo. Enfin voilà. Donc et puis ça se finit par se transmettre. Donc cet héritage, c'est à la fois une bénédiction et c'est une malédiction en même temps. Donc je pense que voilà, par exemple, ce qu'on a vu dans le zoo où on est tourné, c'était aussi ça, quoi. C'est-à-dire un personnage de père extrêmement fort, quelqu'un qui était dans la grande distribution, qui a créé un zoo à un moment, donc il y a 20 ans, ce qui est assez jeune pour un zoo, qui est décédé. Et d'un seul coup, il faut s'improviser, il faut récupérer. On peut pas gaspiller l'héritage familial, en fait. Et donc, même si on n'a pas très envie, ce qui est peut-être un peu le cas du personnage de Guillaume, mais qu'on n'a pas envie d'être dans une place assignée, on est un peu obligé de soutenir l'entreprise familiale. Oui, comme une obligation, mais pas forcément un désir. Chacun n'a pas finalement la liberté de décider. Il faut aussi le temps de comprendre son propre désir. C'est ça que je veux dire. C'est une famille. C'est pas forcément conscient. Des fois, on reste à notre place, pas pour plaire à quelqu'un d'autre, mais aussi juste parce qu'on a du mal à savoir où on a envie d'être. Alors peut-être. Chacun, Moi, je pense que le fait que Gaspard se tienne éloigné de cette famille, c'est évidemment à cause de la sœur, mais peut-être pas seulement. C'est aussi parce qu'effectivement, cette façon de fonctionner, cette excentricité, même s'il y a beaucoup d'amour, est aussi étouffante. Et quand il revient, on sent qu'il remet le doigt dans un engrenage. On me dit que les élèves ont des bus à prendre. Vous oubliez pas, hein. Qui veut poser encore une petite question? Qui c'est, moi? Oui. Ah, allez-y. Bonsoir. Il y a des mariages. D'accord, là-haut. Ok, bonsoir. Il me semblait qu'il y avait quand même deux personnages super importants qu'on n'a pas du tout évoqués là. C'était la mère. En fait, tout se construit en fait à partir de l'absence de la mère pour les enfants, et puis Peggy aussi, qui finalement est la figure qui à la fois incarne comment dire le monde normal entre guillemets de la gestion, la normalité, parce qu'elle est déjà extérieure à cette famille préexistante quand elle arrive sans doute, et aussi parce qu'elle autorise, c'est celle qui autorise le père en particulier à être ce qu'il est. Elle lui dit je t'aime tel que tu es, il n'y a aucune raison que tu changes. Donc là il y a deux personnages féminins qui sont l'une dans l'absence et l'autre dans la présence, et qui finalement encadrent tout ce film, j'ai l'impression. Je ne sais pas, vous les avez trouvés. Oui, Peggy, c'est pareil, elle est contre les conventions aussi. C'est-à-dire que voilà, quand elle dit, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas forcément besoin de s'aimer? Peggy, c'est la vétérinaire du zoo, en fait. Et donc, les vétérinaires dans les zoos, ils ont une place vraiment très, très particulière, et ils ont des affects, en fait, très particuliers. Parce que donc, ils font souvent ce métier par passion. Souvent, c'est parce que tout bêtement, quand ils étaient enfants, ils adoraient les animaux. Voilà. Donc, ils le font par passion. Anthony, on fait un selfie. Ouais, je t'en prie, vas-y. Quand tu me disais que les selfies, c'était incroyable, tout à l'heure, tu mentais pas. Hein. Donc, on tire la langue en plus. Donc, voilà, donc, ils font ça par passion, parce qu'ils aiment les animaux. Mais en même temps, les animaux, ils aiment pas, ils les aiment pas en fait. Ils aiment pas les vétos, parce que quand ils voient arriver les vétérinaires, ils savent qu'il va y avoir un soin, il va y avoir une piqûre, ça va leur faire mal. Donc voilà. Donc en fait, ce sont des gens qui n'ont pas besoin que l'amour soit partagé. Ils aiment les animaux, mais les animaux les aiment pas. Et donc le fonctionnement du personnage de Peggy dans le film, c'est ça. C'est pour ça qu'elle a pas besoin de cet amour partagé forcément. Elle prend Max tel qu'il est.
Une chose que tu ne dis pas, c'est que Peggy, normalement, avait à un moment un chapitre à elle, je crois, qui du coup disons que que le personnage était... alors, on n'a rien coupé, mais disons que le film était structuré différemment. Voilà, il y avait plus de chapitres, il y avait 5 chapitres. Finalement, maintenant, il y en a 3 plus un épilogue, donc on l'a rééquilibré un peu différemment, mais on n'a pas coupé de scène sur Peggy. Elle a toujours été autant présente. Une question à gauche, allez-y. Alors, bonsoir. Je suis d'accord avec le monsieur parce que la mère leur a manqué. La mère, elle a été victime du zoo. Donc tourne autour le père, il a fait ce qu'il a pu, ou ce qu'il a voulu, mais les enfants ont été complètement délaissés par la mère. La mère manque là. Par contre, vous avez des images. Est-ce que vous avez fait exprès de prendre l'automne ? De prendre, pardon ? L'automne. Alors, je vais répondre donc sur l'automne. C'est pour des raisons très simples. C'est que c'est beaucoup plus facile de tourner dans un zoo l'automne, parce que c'est pas la haute saison, que de tourner au printemps et l'été. Pour aller vers une fin de quelque chose aussi. Après, alors le cinéma, ça se passe toujours comme ça. C'est qu'en fait, au départ, on n'a pas le choix. Oui. Et puis après, on se dit, donc on tourne l'automne. Comment on peut traiter l'automne ? Comment on peut filmer l'automne pour que ça puisse signifier dans le film éventuellement ? Oui. Donc là, ce qui est le cas, puisque du coup, comme c'était un film de fin de très quelque beau, chose. Cette région très belle. Ouais. Et puis, à un moment donné, au moment du mariage, contre les vitres, la vigne vierge, c'était superbe. D'ailleurs, on a réagi au même moment. Voilà. Les images sont superbes. Voilà. C'est le Limousin, c'est très très beau, en particulier l'automne. C'est très beau, très beau. Exactement. Et nous, du coup, au tournage, on est resté 6 semaines, on a vu vraiment l'automne passer au jour le jour, quoi. En fait, c'était vraiment toutes les modifications au quotidien, quoi. Le film est très très bien, très bien. Ouais, il nous a plu. Voilà. Ils viennent à deux parce qu'il y en a un qui fait les réponses et l'autre qui fait les photos. C'est le son et l'image. Enfin, c'est normal. C'était déjà arrivé ou pas ? Oui, c'est une vraie équipe. Ouais. La bande son, la bande image. Qui veut poser une autre question ? Alors comme on voit rien en fait, pour vous dire, donc il faut commencer à parler dans le micro. Là, il y a des gestes. Donc là, allez-y. Qui que vous soyez. Merci beaucoup pour le film. Moi, j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment senti. Pour moi, c'est vraiment un film sur l'émancipation et ça, c'est très chouette. Après, je suis hyper dégoûtée d'un truc parce que j'étais persuadée qu'il allait reprendre le zoo avec Laura, avec toutes ces inventions géniales là. Et du coup, j'étais hyper frustrée. Enfin, j'étais hyper sûre de moi. J'étais vraiment sûre que c'était ça et que du coup, justement, les 3, ils n'étaient pas en train de se caser aussi. Parce que du coup, finalement, il y a une seule réponse alors qu'ils sont 3. C'est juste trouver une personne et se caser avec elle. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais ça m'a un peu déçue. Je pensais que justement, il y aurait cette espèce de retour à en fait, je reviens chez moi, quoi. C'est le bureau des réclamations quand on sort. Ça, c'est pour la suite. Non, mais je sais pas, ça se trouve, s'il y a que moi qui s'est dit ça et c'est complètement nul, mais j'étais vraiment sûre qu'il y aurait ce truc-là de, en fait, je retrouve mes inventions de gamin et en effet, mes ascenseurs, c'est de la merde et voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont tous plus ou moins conscience qu'effectivement, c'est la fin et que ça ne peut pas continuer comme ça. Enfin, voilà, il y a des petits indices dans le film où on dit mais ce zoo, c'est un gruyère, c'est pas possible, on s'occupe mal des animaux. Donc finalement, ils savent très bien vers quoi ils s'acheminent, mais ils s'offrent comme ça une dernière semaine, un peu de folie, où on fait comme si ça n'allait pas se terminer. Donc en fait, c'est plus ça. Donc c'est effectivement, je pense, un film sur l'émancipation. Vous avez raison, mais justement pour s'émanciper, il faut enterrer quelque chose. Voilà. Et donc il y a ce passé-là à enterrer avant de pouvoir commencer quelque chose d'autre. Plusieurs phrases à double sens comme ça dans le film. Par exemple, si je pense à une scène où il est en train de lire un bouquin où la phrase c'est est-ce que tu veux pas le remettre à sa place ? Enfin, et on sent bien qu'on parle aussi des personnages qui trouvent chacun leur place, alors que là, c'est une telle confusion, tout est tellement mélangé qu'on voit bien que l'issue, elle est quand même aussi dans la séparation, au moins pour certains d'entre eux. Oui, c'est ce que moi je suis très d'accord avec ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire en fait ils veulent que leur place bouge un petit peu, quoi. Voilà, c'est que Guillaume, c'est pas du tout le gestionnaire dont parle le père, d'une manière un peu étrange. Voilà, c'est aussi cet homme capable de se marier sur un coup de tête avec une tatoueuse.
Les inventions géniales, puisque Madame en parlait, moi je pensais que ça venait de Wes Anderson en fait, mais peut-être pas du tout. Et toi, Non, tu pas le du réfères à une tradition japonaise étrange. Oui, ces inventions en fait ça fait partie donc d'un art japonais qui s'appelle le Shindogu et le Shindogu donc c'est l'art d'inventer comme ça des petites choses qui sont censées régler des problèmes de la vie quotidienne. Voilà. Sauf qu'après il y a tout un tas de règles donc qui sont très poétiques. C'est qu'en fait il faut que ça règle un problème de la vie quotidienne, mais il faut que l'embarras que va créer cette solution soit plus important que le problème de départ. Voilà. Il ne faut pas que ce soit commercialisé, il ne faut pas que ce soit breveté. Voilà. Et donc, ça doit apporter un petit peu d'anarchie et de poésie dans la vie. Voilà. Donc c'est très très particulier, comme tout ce qui est japonais, assez rigoureux. Voilà. Il y a vraiment des règles auxquelles il faut obéir. Et donc un inventeur, donc les inventeurs essayent d'inventer des Shindogu. Et si jamais on s'aperçoit qu'il y a une invention qui est utile et que l'inventeur se met à l'utiliser très souvent dans sa vie, alors c'est plus un Shindogu. Voilà. Si vous l'utilisez vraiment, si ça vous sert, c'est que c'est pas bon. Il y a une fédération de Shindogu en France ? Alors en France, je crois pas. J'ai pas trouvé de traces en France. Il faut la lancer ce soir, en fait, de Sarlat. Exactement. Ouais, donc voilà. Et alors malheureusement, certaines de ces inventions ont été commercialisées. Donc si vous voulez offrir, par exemple, le pyjama serpillière pour un bébé, pour une naissance, vous le trouvez, ça se vend. C'est vrai. C'était le conseil achat du soir. Une peut-être dernière question, non ? Oui. Ah oui, mais il faut la poser. Moi, je me permets juste de réagir sur Wes Anderson aussi. Ouais. Pareil, les inventions, j'avais pensé à Wes Anderson et aussi par rapport au décor. Parce que là, on est très souvent complètement envahi par le décor. Enfin, j'avais l'impression qu'on était tout le temps décadré en haut, souvent. Et il y a beaucoup de mouvements de caméra assez spéciaux, les zooms arrière ou les choses comme ça qu'on voit jamais. Et le décor, au final, il est complètement envahissant dans le film. Enfin, et en rupture avec le monde réel, genre l'aire d'autoroute ultra réaliste avec la marque. Enfin voilà, et ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait par rapport au monde de l'enfance et au vrai monde entre guillemets. Et j'ai pensé à Wes Anderson aussi par rapport à cet envahissement-là. Je sais pas où vous êtes, pardon. Là. À gauche. C'est encore moi. Ah oui, c'est encore vous, d'accord. C'est encore vous. Oui, c'est en fait le château que vous voyez dans le film, en fait, il existe vraiment au cœur du zoo. Voilà, il est dans le zoo. Voilà, c'est un château. Il est massacré, ouais, il est. Ah ouais, c'est vrai. Mais il est très très beau. Mais il est en ruine, évidemment. Donc nous, on a reconstruit un petit peu. En fait, ça nous intéressait parce que justement, il était en ruine. Donc on a reconstruit un tout petit peu. Par exemple, la chambre, on l'a reconstruit dans les ruines, elle n'existait pas. La salle de bain, on l'a reconstruit. Donc effectivement, il y avait l'idée de se décaler, de ne pas être systématiquement réaliste, mais d'avoir un espace un peu plus grand et qui peut effectivement rappeler la façon dont Wes Anderson utilise ses décors et fait un peu courir ses personnages dans les décors, comme dans une maison de poupée un peu. Et cette maison, c'est vrai qu'elle est très particulière, même en termes d'architecture, et elle donne envie de jouer, en fait. Elle donne envie de tourner, de jouer comme une vraie maison de poupée. Ouais. Peut-être pour finir, on peut demander à Guillaume comment il travaille, Anthony. Est-ce qu'il a une manière particulière de diriger ses acteurs, a fortiori sur un film comme ça, où il faut quand même inventer un ton assez décalé, et où du coup la marge d'invention est peut-être plus grande que dans un film plus naturaliste français. Non, c'était très pensé, très écrit, mais par contre, moi, ce que je préfère au cinéma, c'est les accidents, en fait. C'est comment on joue avec les accidents, le présent. D'un coup, il fait pas beau, un animal, on n'a pas prévu qu'il fasse ça, il fait ça. Il y a un rire qui sort, il y a des accidents qui se passent parce qu'on est vivant. Et il sait les écouter, je trouve. Et il les met dans le film, et il arrive à attraper ça, et ça fait moi, en tant que spectateur, je crois à cette famille parce que des choses échappent, quoi, dans la vie. On n'est pas... on ne maîtrise pas exactement comment on devrait se tenir là, par exemple. Voilà. Donc, je trouve que les choses qui échappent, il sait les capter. Et en plus, il regarde... Parce que d'habitude, les gens regardent avec condescendance chez l'humain les petits défauts, les petites choses, ils les regardent avec beaucoup de bienveillance, lui. Donc c'est là où il trouve sa poésie, je trouve. Mais je ne saurais pas dire comment il travaille, parce que c'est une question qui me gêne toujours un peu, en fait, au cinéma. C'est que quand je vais au resto, j'adore manger le plat, mais j'aime pas connaître la recette. Il fallait vraiment que tu parles du resto du début à la fin. Non, mais... Merci beaucoup, Guillaume Gouix. Merci, Anthony Cordier. Merci à vous. Merci à vous et bonne soirée.